Je vais plutôt concentrer mon intervention sur quelques messages clés et notamment revenir sur ce que M. Alofi disait pour me présenter, puisque vous parliez d'une société que je développerai en faveur de l'innovation pour les personnes handicapées visuelles. Et justement, le premier message que je voulais vous délivrer, c'est plutôt faire de la différence une source d'innovation utile à tous et pas focalisée sur la différence. Donc, je vais revenir sur ma première activité, juste pour vous donner quelques dates clés. En fait, je suis né le 1er mai 1977, donc j'aurai bientôt 30 ans, c'est la fête du travail. Donc peut-être un comble pour un boss, mais c'est comme ça en tous les cas. Ensuite, j'ai créé ma première entreprise en 2000 avec 3 associés. C'est une entreprise qui s'appelait Visual Friendly ou Visual Friendly, avec un accent plus Frenchy. Et donc c'est une entreprise qui avait développé des logiciels pour améliorer l'ergonomie et la visibilité des pages internet. Par exemple, j'utilise un terminal mobile, j'ai donc des problèmes de lecture parce que la surface de l'écran est réduite. Je suis une personne dite senior, j'ai des problèmes de vue, d'agilité avec la souris, ou je suis une personne handicapée visuelle. J'ai donc aussi besoin d'adapter l'affichage des pages en fonction de ma contrainte visuelle. Donc notre idée, c'était vraiment de développer des solutions pour améliorer la visibilité des pages web. On avait développé une première solution qui s'appelait Label Vue, qui permettait aux internautes d'adapter l'affichage des pages en fonction des besoins de l'utilisateur. Cette entreprise a monté jusqu'à 15 salariés, qui a été reprise début 2005. Et vous disiez que j'étais heureux, mais j'étais néanmoins aussi fatigué. Donc 2005, je me suis interposé. Et puis j'ai écrit la seconde version du livre que vous avez présenté tout à l'heure, Entreprendre avec la différence, qui est sorti en juin 2006 finalement. Et fort de cette expérience entrepreneuriale, je me suis dit qu'il fallait la partager et surtout aller au cœur du système. Je ne sais pas si c'est ces personnes-là que vous visiez, mais notamment à Sciences Po. Et donc avec un ami, on a créé un cours d'entrepreneuriat à Sciences Po avec cette idée qu'à une petite échelle, on avait contribué à mieux faire connaître l'esprit entrepreneurial et l'entreprise au sein d'un public qui, dans sa majorité, occuperait les postes de l'Assemblée nationale, puisque 100% des personnes qui travaillent à l'Assemblée nationale ont fait Sciences Po, par exemple. Donc, je ne sais pas si c'est également ce que vous disiez tout à l'heure, mais je vous comprends en tous les cas. Et donc, on a créé ce cours, et puis j'ai recréé une autre boîte qui s'appelle Easy Life Conseil, qui est une société de conseil en innovation, et qui part de cette idée de faire de la différence une source d'innovation bénéfique à tous. Et ça va être mon premier message, en fait. Souvent, la création d'entreprise, c'est le résultat d'un cheminement, d'un parcours personnel, de rencontres de personnes ou d'expériences. Et dans mon cas, c'est, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est la perte de la vue à l'âge de 15 ans. Ensuite, durant mes études à Sciences Po, j'ai travaillé chez L'Oréal, pour lesquels je devais mettre au point un système qui permettrait de faciliter l'accès à la cosmétique pour les personnes handicapées visuelles. Et après plusieurs réunions, j'avais décidé de mettre en place un serveur vocal. C'est rien que je vous donne le numéro parce qu'il n'existe plus. Donc un serveur vocal sur lequel vous trouviez de l'information, des conseils pour choisir et utiliser vos produits. Et puis vous avez une panoplie de services, comme par exemple, après avoir répondu à un questionnaire interactif, vous découvriez le programme de soins d'usage le plus adapté à votre type de peau, et vous receviez tout ça à domicile. Donc voilà, et j'avais expliqué à L'Oréal que c'était dommage de limiter ce service aux personnes handicapées visuelles, alors que c'était quelque chose qui pouvait être utile à tous, mais pour des raisons de communication et de marketing, c'était resté un projet Accès Handicap. Et moi, c'était resté dans un coin de ma tête et ça me chatouillait un petit peu. Donc je suis parti dans mes études à une école de commerce, je suis parti aux États-Unis et j'ai travaillé avec un professeur de marketing, c'était à la Nouvelle-Orléans, en 1999, pour trouver un concept qui permettrait de rassembler tout le monde sans se focaliser sur le handicap, mais vraiment faire du handicap une source d'innovation utile à tous. Et c'était le début de l'expression anglo-saxonne user-friendly, qui désigne tout ce qui est convivial, facile d'accès, facile d'utilisation. Et on a eu l'idée de la dériver sur l'aspect ergonomie et visuel, d'où le nom de la première marque, Visual Friendly. Et depuis, vous avez eu pas mal de labels qui sont développés sur cette tendance. Vous avez Senior Friendly, Gay Friendly, plutôt des labels communautaires. Et donc nous, on avait pensé à ce nom de société pour développer des services qui amélioraient la visibilité des pages Internet. Alors, c'est en rentrant en France, donc j'ai lancé cette boîte, et c'est seulement en rentrant en France que j'ai découvert, en fait, et c'est un petit peu le dernier exemple pour illustrer le premier point, que la télécommande du téléviseur, vous le savez peut-être, a été inventée à l'origine pour les tétraplégiques. Parce que, je ne sais pas si vous avez connu, mais les téléviseurs, à l'origine,
On avait des boutons sur le côté du téléviseur, il fallait se lever pour aller changer la chaîne. Et donc quand on est dans un fauteuil, c'est un peu pas de jambes, pas de chaîne de télé, quoi. Donc on avait eu l'idée d'inventer la télécommande. Et à l'origine, c'était pour ça, et aujourd'hui, tout le monde utilise la télécommande sans même le savoir. Donc voilà, la première idée, c'est faire de la différence ou du handicap une source d'innovation utile à tous et ne pas se focaliser sur la différence en tant que telle. Alors après, il y a une idée qui personnellement me tient à cœur et c'est comme ça que commence le livre en fait. C'est une idée que je développe beaucoup dans les entreprises en ce moment, puisque je suis amené à faire des conférences auprès des managers sur le management de la diversité. Et en fait, comme j'ai eu la chance, ou comme j'ai eu à peu près le même parcours qu'eux, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le pays des grandes écoles, je peux me permettre d'être assez cash, assez direct, et d'entrer, je sais que je suis sur un pied d'égalité avec eux, donc j'essaie d'être provocateur. Et je commence généralement par cette idée de à chacun sa différence, à chacun son handicap. Alors à l'origine, le handicap, c'est un mot anglais, enfin irlandais plus exactement, qui date de la première moitié du 19e siècle, qui était la volonté, qui traduisait la volonté de rééquilibrer une situation, soit en annulant un avantage, soit en désavantageant un concurrent. Par exemple, c'est né dans les courses épiques, un cheval qui avait déjà gagné plusieurs courses, ils ont rajouté du poids sur le cheval pour qu'il soit moins avantagé. Un jockey qui était, en vous écoutant parler de nuit, j'allais dire un petit jockey, mais non, un jockey qui monte sur un cheval et qui est plus léger que les autres, on mettait un poids aussi pour annuler son avantage. Donc le handicap, c'est ça. C'est à l'origine. Et c'est vraiment le sens inverse d'aujourd'hui, où on en est plutôt arrivé à faire l'amalgame entre handicap et incapacité. C'est-à-dire, concrètement, on l'a vu tout à l'heure dans cette idée de recruter une personne handicapée, donc l'amalgame handicap-incapacité, c'est-à-dire que cette personne aurait moins de compétences que quelqu'un d'autre pour accomplir une tâche, mais ça se traduit aussi dans la vie privée. Tu es aveugle, pourquoi tu irais au cinéma? Quand je suis retourné dans mon lycée d'origine de Reims, après avoir perdu la vue et passé 2 ans à l'Institut national des jeunes aveugles, j'ai voulu passer mon bac dans mon lycée d'origine, et bien j'étais assez frappé de voir à quel point mes camarades ne me proposaient pas d'aller au ciné avec eux, etc. Et en fait, pour eux, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire, du fait que je ne voyais plus. Avant même de me poser la question, ils m'interdisaient cette activité en quelque sorte. Et donc il y a bien cette idée, amalgame, handicap, incapacité. Et bien, cette logique, en fait, j'essaye de la renverser en disant à chacun son handicap, ou par rapport au thème d'aujourd'hui, à chacun sa différence. Et quand vous prenez des managers qui sont confrontés sur le plan personnel à des histoires assez difficiles, la perte d'un proche, la maladie de leurs enfants, etc., et bien vous pouvez avoir des gens aussi assez déstabilisés par ce type d'épreuve et qui se retrouvent comme paralysés parce qu'incapables de prendre une décision, incapables d'agir, comme sourds et aveugles parce qu'ils ne savent plus écouter les personnes qui les entourent. Donc tout ça pour dire que le handicap, c'est pas forcément là où on le voit et on l'imagine, mais que chacun a son handicap, chacun a son épreuve à surmonter. Et deuxièmement, ce qui est un peu méconnu, mais c'est que les handicaps ne sont pas forcément tous visibles, et que, par exemple, j'étais chez Coca-Cola il y a un mois, donc j'interviens auprès de leur manager, et ils ont officiellement 2% de personnes handicapées dans leur entreprise en France, alors que la médecine du travail dit que si tout le monde reconnaissait son handicap et l'avouait, il serait à 4%, c'est quand même énorme, du simple double. Donc cette idée de à chacun son handicap, au sens de à chacun son épreuve à surmonter, et aussi le handicap n'est pas toujours visible. Donc voilà une autre idée que je voulais développer sur l'idée que on est tous forcément différents. Et en général, quand je commence à dire ça auprès des managers, les gens commencent à se délier, et c'est vrai que là, on commence déjà à relativiser cette notion de différence et de handicap. Alors une autre idée importante, c'est l'acceptation du handicap, de la différence. Elle commence par la personne directement concernée. Donc, bien sûr, moi, pour arriver à être un entrepreneur heureux, comme vous l'avez dit, j'ai dû accepter mon handicap et ça a pris du temps. Et je ne nie pas que je suis passé par des phases d'aigreur, d'agressivité, de repli sur moi. Et il y a une idée importante dans la phase d'acceptation, qui est bien sûr de se donner du temps. Tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Concrètement, pour oublier la date de ma première opération, parce que j'ai perdu juste une tumeur au cerveau, donc le 11 mars 92, pour oublier cette date et chaque année ne plus y penser, eh bien j'ai mis grosso modo 6 ans. Donc, il y a l'idée de temps qui est importante, mais il y a aussi une autre idée qui est de comprendre et d'intégrer le fait que tout ne vient pas de sa différence. Concrètement, quand j'ai fait mes études supérieures, j'étais à Sciences Po en première année, c'était l'époque où il y avait un tiers des élèves qui étaient éjectés à la fin de l'année, c'est une ambiance assez concurrentielle, voire détestable, et j'ai dû accepter et comprendre cette idée
que la difficulté à m'intégrer, excusez-moi pour le terme, avec les autres, elle n'était pas forcément liée à mon handicap, mais elle venait aussi du milieu. Donc, ou pour donner une autre anecdote peut-être un peu plus drôle, je participais à une conférence à l'Assemblée nationale, et il y a une personne qui parlait de l'accueil à la SNCF, puisque c'est une conférence sur la mobilité et les transports, qui disait « Oui, ce contrôleur qui pue à la vinasse, il m'a mal parlé parce que j'avais un handicap. » Et moi je me rappelle, je me dis « Mais non, il vous a mal parlé parce qu'il pue à la vinasse et qu'il était probablement pas dans son état normal. Ça n'a rien à voir avec votre handicap. » Donc, en gros, il aurait parlé comme ça avec tout le monde. Donc, c'est faire ce travail sur soi pour comprendre que tout ne vient pas de sa différence et de son état, et que c'est aussi lié à des situations ou à des personnes. Donc, si je voulais être polémique en cette période électorale, je dirais que tout n'est pas forcément lié aussi à son état d'être une femme, par exemple. Bon, mais bon, là, ça va être très douteux, donc je vais arrêter la comparaison, mais je dis ça parce que je me suis pas mal penché sur ces questions de féminisme à l'époque, et j'aimais bien leur dire, mais arrêtez, tout n'est pas lié au fait que vous êtes une femme, c'est moi, en tant qu'aveugle, je suis aussi ce que vous êtes. Donc, voilà, donc ça c'est à chacun son handicap, accepter son handicap et comprendre que tout n'est pas lié à son handicap. Et pendant qu'il y a cette phase d'acceptation, ce qui me paraît important aussi, c'est comment on fait pour continuer à s'investir et préparer son avenir. Et il y a plusieurs idées fortes, mais notamment deux, que je vais reprendre ici, qui sont d'une part accepter d'expliquer et d'apporter des réponses. Si l'autre ne connaît pas ma différence, eh bien j'ai pas le choix, il va falloir que je lui explique et que je lui montre que je peux faire, donc dire à mes amis que je peux aller au cinéma, voire prendre des initiatives. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont découvert des activités parce que j'étais fan et que je leur ai dit venez, on va les partager ensemble. Donc, je suis un gros fanat d'activités nautiques, donc barefoot, wakeboard, etc. Et donc je les ai initiés à ces activités qu'elles n'auraient peut-être pas découvertes sans moi. Et donc j'ai pris mon bâton pèlerin, je leur ai dit voilà ce qu'on va pouvoir faire ensemble. L'idée aussi d'apporter des réponses, c'est durant mes études, j'ai dû aller convaincre mon lycée en terminale qui n'avait jamais accueilli de personnes handicapées que je pourrais suivre mes études grâce à un matériel informatique adapté, etc. Donc c'est apporter des réponses et accepter d'expliquer. Autre idée par rapport à ça, c'est cette politique de petits pas, c'est-à-dire que pour reprendre confiance en soi et avant d'arriver à faire des choses plus importantes, eh bien, gagner confiance en soi ou s'accepter, ça commence par des petits trucs. Donc moi, je me rappelle très bien, quand je suis sorti de l'hôpital, la première chose que j'ai faite pour développer mon sens du toucher, eh bien, c'était ça vous paraît peut-être débile, mais c'était de d'éplucher des légumes pour développer mon toucher et de sentir les surfaces qui étaient lisses, donc qui étaient épluchées, et celles qui n'étaient pas lisses, donc pas épluchées. Alors bien sûr, je suis un coup de main à ma mère comme ça, mais je préparais aussi mon avenir, et c'est par des petits trucs comme ça que j'ai regagné confiance avant d'en arriver à des choses plus importantes, moi qui peuvent paraître plus difficiles. Donc voilà, donc cette idée de politique de petits pas qui me paraît très importante pour s'accepter. Et enfin, un autre message important, c'est qu'est-ce que je fais une fois que je m'accepte, que je continue à m'investir, c'est comment je transforme cette différence, ou ce handicap au départ, en force. Est-ce que, alors c'est très Nietzsche, tout ce qui ne vous tue pas vous renforce, donc c'est comment je transforme ma différence en atout en fait, plutôt que de me la monter dessus, ou qu'est-ce que je dois en tirer. Donc je vous parlais de l'innovation plutôt dans le technologique tout à l'heure, en prenant l'exemple de la télécommande, en prenant mon activité aujourd'hui, Easy Life Conseil, c'est on me positionne comme une boîte à idées en fait, pour trouver des produits, des services qui vont simplifier le quotidien de tout le monde. Par contre l'idée que j'ai des choses qui m'embêtent au quotidien, si j'arrive à les simplifier pour moi, ça va peut-être simplifier la vie de tout le monde. Donc concrètement, je travaille aujourd'hui sur un système de guidage via téléphone mobile pour être orienté dans les couloirs du métro, à la fois sur l'écran et par la voix. Eh bien, si ça a été testé auprès d'un public déficient visuel ou handicapé visuel, eh bien, à terme, c'est vraiment une solution que l'on veut proposer, par exemple, à un touriste chinois qui débarque à Paris, qui ne peut pas lire les panneaux de signalétique puisque c'est pas son alphabet. Et donc, cette personne se retrouve dans la même situation que moi. Donc, il y a besoin d'être guidé, d'orienter, et le moyen qu'on a trouvé, sur lequel on travaille, c'est un téléphone mobile. Donc, c'est, voilà, sur l'innovation. Et puis, sur le plan du management, je ne suis pas du tout en train de nier que le handicap reste une contrainte, mais comment je vais gérer cette contrainte. Et il me semble important, chez un manager, c'est de savoir rester à l'écoute des autres et de savoir s'entourer. Et bien, puisque le handicap est une contrainte, je dirais que naturellement, j'ai été amené aussi à plus facilement oser m'entourer et oser écouter peut-être les autres, ne pas avoir peur de déléguer. Déléguer, c'est faire confiance aux autres, c'est trouver les compétences,
eh bien, moi, en raison de mon handicap, j'ai moins le choix, peut-être, et je le fais plus facilement que quelqu'un d'autre. Donc voilà un autre exemple de comment faire de cette différence un atout, en fait. Alors, c'est vrai que, après, on peut se dire, oui, on est en train de faire un discours iconoclaste, il est vraiment dans le sac d'ivoire, enfin ça on l'a déjà sorti, mais je constate quand même depuis quelques années que on réagit à ça en disant davantage que c'est encourageant, que c'est stimulant, que ça tire vers le haut. Pour moi, j'espère en tous les cas que c'est le message que je voulais vous faire passer, et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Enfin, j'ai plein de choses à vous dire, mais il y a un livre qui est là pour ça, il y a un débat qui nous attend, donc je garde pour tout à l'heure. Merci, c'est enregistré. Moi, je vais vous copier en rentrant en classe, je vais citer les conseils, ils sont vraiment utiles pour tout le monde. Alors voilà un autre PDG heureux, peut-être, un jeune PDG, Aziz Seni. Donc il a 30 ans aussi, il est à la tête d'une grande société qui se développe en ce moment par franchise, je pense, à TVA France. Il est l'auteur d'un livre, L'ascenseur social étant peint, j'ai pris l'escalier. Alors, on ne va pas lui demander comment il a pris l'escalier. Peut-être, je sais qu'il développe en ce moment des méthodes pour réparer l'ascenseur. Alors, bon. Voilà, je vais vous passer la parole pour 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de faire en 7 minutes parce que je suis arrivé en retard et je tiens à m'excuser. Je vais faire en 7 minutes ce que vous m'aviez demandé de faire peut-être dans le cadre. Vous parlez de la création d'entreprise et à travers mon parcours particulièrement. Je m'appelle Aziz Seni, j'ai 30 ans. J'habite depuis 30 ans à Mantes-la-Jolie, au côté du Val-Fouré pour ceux qui connaissent, où j'ai grandi, vécu, fait mes études et créé mon entreprise. Alors, une des raisons qui m'ont poussé, et je le raconte dans le livre, à créer mon entreprise, souvent, pourquoi vous avez monté votre boîte? Alors, je vous le fais d'abord avec une vraie langue de bois, c'est par forte volonté de mobilité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'après avoir vécu comme beaucoup dans ces quartiers où l'argent manquait à la fin du mois, où on aspirait à pouvoir vivre mieux, et bien la seule manière que je voyais de pouvoir changer de statut social, de pouvoir gagner plus facilement ma vie, plus facilement c'était un verre, en tout cas de gagner mieux ma vie, c'était de créer mon entreprise et d'être un petit peu plus libre. Alors auparavant j'ai travaillé 2 ans dans 2 entreprises simultanément pour acquérir de l'expérience dans le domaine dans lequel je voulais me lancer, à savoir le transport de personnes. Puisqu'en février 2000, j'ai créé une société de taxi collectif de transport à la demande qui réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Enfin, pas de mauvais œil, hein. Et qui est implanté à travers un réseau de franchise sur 12 sites en province, qui emploie à peu près 120 personnes. Alors souvent on me dit c'est une belle réussite. On oublie souvent les côtés galères du créateur d'entreprise. Les côtés galères, quand on est issu d'un quartier, quelle que soit son origine d'ailleurs, mais plutôt sur l'origine sociale, il y a un premier frein qui est le frein psychologique. Est-ce que quand on est jeune, issu d'un quartier, a fortiori en plus un facteur aggravant issu de l'immigration, est-ce qu'on est, nous, capables de se dire je vais être un patron, je vais être chef d'entreprise? Est-ce que cet acte est fait pour moi? Très longtemps, à l'école, on nous présente la voie du salariat. Être salarié, être fonctionnaire, c'est très bien, il en faut. Mais rarement, en tout cas pour ma part, on m'avait parlé de la possibilité de pouvoir me mettre à mon compte, ce qui m'a laissé penser très longtemps que ce n'était pas forcément pour moi. Ça, c'est la première barrière psychologique, celle que l'on a à l'intérieur, celle de se dire « j'en suis capable et je vais le faire ». Ensuite arrivent toutes les difficultés pour pouvoir créer son entreprise. Et la première, c'est de pouvoir trouver aussi des financements. Alors, avant les financements, il faut peut-être trouver son idée, trouver son marché, et se dire si on a ou on n'a pas, et tout à l'heure on a parlé de compétences et de savoir s'entourer, je pense que c'est très important, de se connaître soi-même un minimum et de ne pas se mentir. Est-ce que je suis capable de tout faire? Ça, j'en ai rarement rencontré quelqu'un qui est capable de tout faire. Donc forcément, ne pas se mentir, essayer de trouver des gens pour s'entourer, c'est ce que j'ai essayé de faire très tôt, en étant suivi et accompagné par des associations que j'ai découvertes, qui étaient là pour ça. C'était pour moi difficile à croire, des associations comme les boutiques de gestion,
dont on pousse la porte et qui vous aide gratuitement. On vous accueille, vous avez un sourire, un café en plus, et on vous donne un coup de main gratuitement. Alors c'est vrai que je le raconte dans mon livre, moi j'étais un petit peu méfiant, venant de l'endroit où j'ai grandi, qu'on me donne quelque chose gratuitement, je me disais c'est un peu louche. Donc ça m'a été... Bon bah je vais le faire sans micro, c'est pas grave. Donc la boutique de gestion m'a donné un coup de main gratuitement, elle m'a permis de trouver des pistes de financement, d'abord valider mon idée, celle du taxi collectif. Cette idée je l'avais eue en regardant la télé sur Arte. C'était un vieux monsieur qui assurait du transport de personnes âgées chez le dentiste et je me suis dit tiens pourquoi pas. Et c'est ensuite que je me suis souvenu que d'origine marocaine, l'été quand je retournais au Maroc, ces grands taxis collectifs, je les utilisais très régulièrement. Vous voyez, on était déjà dans un mélange maroco-suédois ou suédo-marocain, comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Donc j'ai essayé de mettre en place ce service de transport à destination de tout le monde, sur une zone qui est Mantes-la-Jolie, où les gens n'ont pas forcément une voiture, ou quand ils en ont une, ils sont obligés de la partager avec madame. Bref, d'offrir un service qui manquait peut-être un petit peu. J'ai fait valider cette idée à travers une étude de marché accompagnée justement de la boutique de gestion. Alors, valider une idée c'est bien, mais à la fin on tombe sur des besoins en financement et on se dit bah il faut trouver de l'argent. Alors j'avais un petit peu d'argent de côté que j'avais mis de côté en travaillant un petit peu. Mon père, qui ne croyait absolument pas à cette démarche, lui issu de cette génération d'ouvriers arrivés pour travailler en France, qui ne connaissaient pas forcément le milieu de la création d'entreprise, en plus ça risque d'être dur pour nos amis fonctionnaires, en plus travaillant à la SNCF, lui il voyait plutôt son fils rentrer à la SNCF et pourquoi prendre des risques quand on peut avoir un bon salaire et puis la stabilité de l'emploi, donc il ne comprenait pas très bien cette démarche. Donc il m'a prêté un petit peu d'argent, je dis bien prêté, il fallait lui rendre l'année qui suivait de gré ou de force. Donc, et avec ça, j'allais pas très loin, donc il fallait que je trouve le reste. J'ai été voir, bien entendu, on pense aux banquiers. Au démarrage, on se dit, naïvement, je vais aller voir les banquiers, ils sont là pour ça. Donc j'ai été voir le banquier, et le banquier m'a dit, vous êtes gentil, monsieur, vous avez 23 ans, votre père n'est pas propriétaire, j'ai aucune caution que je peux prendre. Donc je vais vous ouvrir un compte avec 0 de découvert et c'est tout ce que je vais faire pour vous. Et encore, je le fais parce que votre père est client chez nous depuis 30 ans. Donc j'ai compris qu'il fallait que j'aille voir ailleurs s'il y était. Puis j'ai été voir ailleurs s'il y était. Il n'y était pas. Par contre, il y avait plein de concours à la création d'entreprises que j'ai pu découvrir et que j'ai présenté. Alors pour en citer quelques-uns, le concours Talent des Cités, le concours de la Fondation Massif. Des tas de concours auxquels il fallait postuler avec son dossier et puis essayer de convaincre, parce que les places étaient chères, que le projet était le meilleur et qu'il fallait m'aider moi plutôt qu'un autre. C'est la compétition des concours, les sous. Ça marche. Donc avec l'ensemble des concours, j'ai pu réunir à peu près 450 000 francs. Vous voyez, je parle comme un ancien combattant. Ça fait combien d'euros? 70 000 euros. Comment? 220 000 euros. Non, 70 000 euros. 70 000 euros à peu près d'aide de subvention liées à des concours divers et variés. Donc j'ai pu démarrer mon entreprise dans ces conditions-là. Mais j'ai eu la chance aussi d'être accompagné parce que, surtout lorsqu'on est jeune, ce dont on a aussi besoin, c'est de compétences et de gens qui ont un peu plus d'expérience et qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous éviter de faire des bêtises, parce qu'il y a des bêtises qui coûtent très très cher. Je les ai payées et croyez-moi, parfois le chèque est très douloureux. Derrière, ma foi, je me suis dit, après 2 ans d'activité, que j'avais eu la chance de pouvoir, entre guillemets, m'en sortir, de réaliser un de mes petits rêves, pouvoir être indépendant. Tout à l'heure, je vous disais, je pensais que j'allais gagner de l'argent tout de suite et rapidement et facilement. On
on oublie de le dire, les créateurs d'entreprises se serrent la ceinture pendant un bon moment. Ça a été mon cas pendant 1 an et demi, pas de salaire, du travail quasiment 7-7, 24-24, pas de vacances. Heureusement que j'étais chez papa-maman, le frigo et la lessiveuse ont bien dépanné. Donc, et au bout d'1 an et demi, j'ai commencé à prendre un SMIC par mois. Et c'est vraiment au bout de 3 ans où là, je peux dire que j'ai pu m'acheter ma maison et ça fait plaisir. Et au bout de 2 ans, je me suis dit finalement, avec toutes les aides qu'il y a à la création d'entreprise, avec toutes ces informations, pourquoi dans les quartiers, pourquoi dans nos quartiers, ces informations n'arrivent pas? Pourquoi nous, on n'est pas au courant de tout ça? Pourquoi on ne vient pas nous expliquer, plutôt que de nous expliquer que la France manque de gens dans le bâtiment, dans la restauration? Pourquoi on ne vient pas nous expliquer qu'il manque des chefs d'entreprise, que la création d'entreprise et le fait de reprendre des entreprises, ça peut être aussi très positif? Alors avec un autre ami qui s'appelle Abdellah Boulargent, qui a monté un site internet qui s'appelle medinashop.com, on a monté une association d'aide à la création d'entreprise qui s'appelle les Jeunes Entrepreneurs du Mantois. Alors, pourquoi on a fait ça? D'abord, pour travailler sur 3 axes. Sensibiliser, comme je le fais aujourd'hui, les jeunes à la création d'entreprise. L'idée, c'est pas de dire que tout le monde doit ou tout le monde peut être chef d'entreprise. L'idée, c'est simplement de vous dire que c'est possible, qu'il y en a qui l'ont fait, qu'il y a des aides qui existent, et que pour ceux qui ont envie de choisir cette voie, il y a des gens qui sont là pour les aider et les accompagner. Accompagner, justement, c'est le 2e axe. Accompagner et coacher, c'est-à-dire tenir compte de la dimension humaine de l'individu, tout en lui amenant des compétences techniques pour pouvoir justement mener ce qu'on disait tout à l'heure, études de marché, et trouver les compétences qu'il n'a pas, soit par la formation, soit à travers un coaching et un parrainage. Et le 3e axe, c'est faire rencontrer tout ce petit monde, tous ces jeunes entrepreneurs, pour échanger des expériences. C'est toujours intéressant de savoir ce qui peut arriver aux autres et comment ils ont pu résoudre leurs problèmes. Et puis faire des affaires entre nous, parce que pourquoi faire travailler quelqu'un d'autre quand dans mon réseau, il y a des jeunes qui montent leur boîte et que je peux faire travailler. Donc cette association, on l'a créée en 2002. En 2005, c'est devenu les Jeunes Entrepreneurs de France. On ouvre un petit peu des bureaux partout, dans tous les quartiers de France. Alors le siège est à Paris, et il y a des bureaux à Trappes, à Montpellier, à Gennevilliers, à Dijon, à Beauvais. Ils sont en train de se développer au niveau national. Il y a à peu près 600 jeunes dans ce réseau. Mais après avoir créé cette association, je me suis dit qu'on n'avait pas été assez loin. Je vous rappelais tout à l'heure le problème du financement, soit de la création, mais il existe aussi le problème pour développer son entreprise. Parce qu'il faut savoir que c'est pas parce que vous avez créé votre entreprise que le banquier va vous prêter des sous, même si elle marche parfois. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on s'est posé la question, peut-être que certains qui créeraient leur entreprise se la poseront, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que moi, en tant que créateur, en tant que développeur d'entreprise, j'ai besoin? J'ai besoin de finances, j'ai besoin de compétences, d'accompagnement, de parrainage, et j'ai besoin de clients. Alors, on a créé une société de capital risque. On a créé une société de capital risque, un fonds d'investissement qu'on a appelé la BAC. C'est pas Brigade Anticriminalité, c'est Business Angel des cités. C'est une société qui a pour but d'aider tous ceux qui veulent créer ou développer leur entreprise en banlieue. C'est le seul critère. C'est un fonds d'investissement de 5 millions d'euros. J'ai été convaincre des grands chefs d'entreprise comme Martin Bouygues, Claude Bébéard, Martin Bouygues, Eric de Rothschild et d'autres, d'investir pour qu'on puisse aider financièrement. Alors, toute personne qui crée ou développe son entreprise, qui a besoin entre 20 et 300 000 euros, on rentre dans son capital, on lui amène des sous, on lui amène aussi un parrain issu du CAC 40 ou d'un grand financier qui a des profils très haut niveau qui donnent de leur temps. Et cette personne amène bien sûr, quand vous êtes parrainé par Claude Bébéard ou d'autres grands noms comme ça, bien sûr des années d'expérience, mais aussi leur carnet d'adresse. Et ce carnet d'adresse, c'est aussi des clients, ça va plus vite pour trouver les bons interlocuteurs. Donc la BAC aujourd'hui a investi dans une petite dizaine de dossiers, et le seul critère, c'est créer ou développer son entreprise en banlieue, quel que soit le secteur. Alors vous voyez, moi je suis un fervent militant du développement économique et de l'emploi en banlieue,
parce que je pense que beaucoup de nos soucis dans ces quartiers peuvent être réglés. D'abord, peut-être en donnant de l'espoir à tout cela, par la création d'entreprises aussi, en donnant du boulot à ceux qui n'en ont pas, et par là même aussi essayer d'offrir des stages, parce que c'est une de nos actions aussi, aux plus jeunes qui, au lieu de finir au kebab ou à l'épicerie, peuvent aussi trouver des entreprises classiques et faire des stages comme tout le monde. Voilà un petit peu pour ce que j'allais dire. Je n'ai pas fait 7 minutes, j'avais menti, je suis désolé. Merci à vous. On vous écoutait pendant longtemps et avec plaisir, mais bon, c'est vrai que les conditions ne sont pas excellentes mais on va être patient. Je vais vous demander de patienter encore pour une petite heure, même pas 3 quarts d'heure de débat, parce que je sais qu'on n'a pas les conditions. À la C, on est pauvre, hein. On ne reçoit pas beaucoup de taxes, c'est pour cela. Donc parlez à vos entreprises et puis aux invités aussi. Envoyez-nous la taxe. Parce que, bon, donc au moins avoir un peu de prime, un peu de... Voilà. Donc on va passer à la deuxième partie de notre rencontre. Donc on va être patient, on va discuter une petite heure avant de rejoindre. Alors est-ce qu'il y a des questions, des interventions dans la salle? Je sais qu'il y a aussi des feuilles qui circulaient pour les timides, ceux qui n'osent pas vous poser la question. Alors est-ce qu'il y a des interventions? Oui, il y a une question au fond de la salle. Bonjour, c'est pour monsieur Aziz, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pour une question pour monsieur Aziz. Je voulais savoir si... Pardon? Aziz. D'accord. Je voulais savoir si vos aides étaient ouvertes à tous ou juste pour les personnes dans les banlieues. Et est-ce que vous prenez des contrats d'apprentissage? Est-ce que les associations, les aides dont il a parlé sont ouvertes à tous? Et puis est-ce qu'ils prennent des stagiaires, c'est ça? Des contrats d'apprentissage. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on peut regrouper les questions, ça m'évite de me déplacer beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour Aziz. Je voulais savoir comment vous intervenez pour nous aider à créer notre entreprise. Vous pouvez me parler des bénéfices après? Et je voulais aussi savoir juste votre cursus scolaire. Le cursus scolaire, s'il vous plaît. Cursus scolaire, pour voir si on peut s'identifier en vous. Bon, je ne vais pas mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux prendre encore une question. Bon, donc que vous préparez d'autres questions, je vais passer le micro à la fin. Alors, quel est mon cursus scolaire? Écoutez, j'ai fait un bac éco, ensuite j'ai fait un BTS transport, et ensuite j'avais envie de continuer mes études, mais quand mon père a vu le prix des écoles que je voulais faire, il m'a dit va travailler. Donc j'ai été travailler, et j'ai été monter ma boîte. Et je suis en cours, mais je suis en train de le finir parce que j'avais besoin de compétences supplémentaires pour développer mon entreprise, mais aussi parce que j'ai découvert que dans ce pays, en fonction de votre diplôme, non pas en fonction des valeurs de l'individu, mais en fonction de la qualité du papier qu'il a pu obtenir, on vous accueille de manière différente. Alors, pour ces deux raisons, d'abord parce que j'avais besoin de compétences supplémentaires et parce que j'avais besoin d'une légitimité, j'ai entrepris de faire un master à l'ESSEC, à l'école de commerce ESSEC, où je suis en train de finir. Il faut que je présente mon mémoire très prochainement. Mais bizarrement, et je vous le dis à tous, j'étais un chef d'entreprise avec un BTS, avec le même chiffre d'affaires, etc. Quand je disais BTS et maintenant que je dis ESSEC, bizarrement, on m'accueille plus de la même manière, alors que je vous assure, fondamentalement, le bonhomme n'a pas changé. C'est quelque chose qu'il faut aussi intégrer dans ce pays. Malheureusement, on n'est pas dans des pays anglo-saxons où on juge l'homme à sa capacité et à ce qu'il peut prouver sur le terrain, mais on est d'abord des académiques et il faut d'abord montrer que vous avez été un bon élève, une bête à concours, etc. avant qu'on puisse vous accueillir, je dirais, correctement parfois. Concernant les stages, est-ce que je prends des stagiaires? Oui. Est-ce qu'il y a du piston? Non.
que ce soit clair. Je le dis d'abord à ceux qui habitent dans mon quartier qui viennent me voir en disant hey, tu nous prends, je ne suis pas assistante sociale. J'ai un service ressources humaines, vous pouvez m'assurer qu'il n'y a aucune discrimination. C'est la seule chose. Maintenant, il y a des process, des gens qui sont là pour recruter. Si vous êtes compétent, que vous êtes le bon profil pour le poste, il n'y a aucune raison qu'on ne vous le prête pas. C'est la seule chose que je puisse garantir. Après, faire rentrer les gens en fonction des connaissances, etc., je ne suis pas favorable parce que j'en ai trop souffert de voir des mecs passer devant moi parce que papa ou maman avait donné le coup de fil. Donc vous comprendrez que je ne peux pas agir comme ça. Troisième point, concernant la BAC, je suis désolé d'être aussi direct, peut-être que ça va choquer les oreilles, mais je pense qu'on est là pour ne pas se mentir. Concernant la BAC, est-ce que quand on vous aide, c'est gratuit? Oui, sur l'association des jeunes entrepreneurs, si on vous accompagne, il y a une petite adhésion symbolique, je crois qu'elle est de 15 € par an. Vous êtes reçu, vous êtes accompagné, on vous donne tout ce qu'on peut vous donner. Concernant le fonds d'investissement à la BAC, c'est une prise de participation dans le capital pour une période de 3 ans minimum, 5 ans maximum. Ça veut dire qu'on va s'associer avec vous, vous perdez, on perd avec vous, vous gagnez, on gagne avec vous. Notre objectif, c'est quand même que votre entreprise se développe. On va tout faire pour qu'elle se développe vite. Et au bout de 3 à 5 ans, les participations, on va vous les revendre à vous. Le but, c'est pas de garder les boîtes, c'est simplement de faire une plus-value, de gagner de l'argent sur la différence entre le prix de rentrée, auquel on va acheter des actions, et on espère, on en est sûr, nous, dans 3 à 5 ans, le prix de ces actions va augmenter. Donc on vous les revend et on gagne notre vie sur ce différentiel. J'ai répondu à toutes les questions. Oui, alors il y a 2 questions écrites, l'une de Malek. Malek qui demande, étant donné le contexte actuel, entre 2 tours, voici ma question. Quelle loi feriez-vous voter pour lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité? Je pense que la question s'adresse à M. Lozès, hein, qui était candidat, voilà, qui touche un peu plus peut-être que les autres à la politique. Il y a une autre question, je pense que c'est pour Patrick Lozès aussi, mais si un des conférenciers voudrait intervenir, ça serait bien. Suggestion, pourquoi on ne parle pas du racisme dans le cursus scolaire, dès la base, c'est-à-dire dès le cycle primaire? Voilà. Je pense que M. Dupéron pourra répondre aussi à ces 2 questions. Oui, alors quelle loi faut-il faire passer? Moi je trouve qu'il y a déjà beaucoup trop de lois en France et qu'il ne s'agit pas de rajouter une loi aux lois. Par contre, ce que je demande, et je le dis à chacune de mes interventions, je demande aux 2 candidats qui sont restés en lice de dire réellement ce qu'ils feront pour lutter contre les discriminations et qu'on ne va pas continuer à tourner en rond et que les méthodes qui ont été utilisées jusqu'ici n'ont peut-être pas été les méthodes les plus efficaces que certaines structures de lutte contre les discriminations travaillent, mais que entre 1983 et aujourd'hui, vous voyez ce à quoi je fais allusion, SOS Racisme a été créé, ils ont fait un travail formidable. Mais réellement, est-ce que les choses ont changé? Donc je demande aux responsables politiques de dire concrètement ce qu'ils feront. Alors quand on leur dit, est-ce que vous voulez lutter contre les discriminations, ils disent tous oui. J'ai posé la question aux 12 candidats, aux 11, parce qu'il y en a un que j'ai pas, que en tant que président du CRIN, je n'ai pas interrogé, je vous le donne en ligne. Non, ça n'est pas José Bobert, simplement un des candidats qui a été condamné plusieurs fois, notamment pour avoir dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, notamment pour avoir dit qu'il avait pratiqué la torture, notamment pour avoir dit qu'il croit en l'inégalité des races. Je n'ai pas interrogé ce candidat. Mais tous les autres candidats ont dit oui, mais quand je leur dis très concrètement qu'est-ce que vous faites, oui, donc il n'y a plus de réponse. Donc moi ce que je demande, c'est que les candidats se prononcent très concrètement et nous avons au CRAN des mesures très concrètes que nous proposons, mais je vais essayer de répondre à cette question. L'intérieur est super,
mettre. Moi, je dis que vous devez avoir une subvention ou une aide d'un grand chef d'entreprise ici présent, s'il pouvait aider une école au 128 rue de Géma par supprimer, non? La taxe d'apprentissage. Non. Connaissant Patrick, il cherche une commission là. Non, ce que je veux simplement dire, je vais revenir sur un concept qui a été discuté tout à l'heure, qui a été proposé. On a parlé de discrimination positive. Moi, je voudrais dire que quand on parle de discrimination positive, on a en tête que c'est un avantage. Et d'ailleurs, le mot qui a été employé après, c'est favoriser. Je voudrais simplement dire que quand on parle de discrimination positive, effectivement, on peut avoir le sentiment que c'est avantager les noirs et les beurs, mais que nous ne demandons pas de discrimination positive, nous n'aimons pas ce terme. Par contre, nous demandons qu'il y ait des actions positives. Ça change tout de montrer qu'il y a des discriminations et de demander à ce que ces discriminations soient compensées. Un chef d'État américain, le président Lyndon Johnson, pour parler d'action affirmative, d'affirmative action, il a utilisé une expression, il a dit, prenez deux personnes qui font une course de 100 mètres. Si une personne est déjà à 50 mètres et que vous avez une autre personne qui est à 50 mètres derrière, qui est sur la ligne de départ et qui a les pieds entortillés, eh bien cette course, elle n'est pas égale. Moi, ma République, celle que j'aime, c'est celle qui me dit liberté, égalité, fraternité. Et quand on me dit que certains sont à 50 mètres pour la même course et que d'autres sont sur la ligne de départ, ça ne me paraît pas égal. Et je demande que l'on puisse compenser les difficultés. J'ai beaucoup aimé quand M. Adam a parlé de handicap, d'incapacité. Moi, j'aime beaucoup ça. Je dis simplement, il faut compenser. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut compenser? Comment est-ce qu'on peut compenser? Et bien c'est pour ça que je demande qu'il y ait des statistiques pour que ça ne soit jamais un avantage, pour que quand les différences ne seront plus des différences trop importantes, et bien qu'on puisse arrêter ce concept-là, ce concept d'action positive, mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Quand vous êtes à la cantine, ou que nos enfants sont à la cantine, ils ont tous la même chose dans leur assiette, mais leurs parents ne payent pas la même chose. Ça s'appelle de l'action affirmative. Quand vous êtes dans une zone, les zones sont aidées, quand vous payez des impôts, tout le monde ne paie pas les mêmes impôts, on paie les impôts selon ses revenus.
Oh